Alors, c'est parti. Bonjour, bienvenue à notre webinaire la revue technique des marchés d'aujourd'hui avec Laurent Albi, président de l'AFAT, et BNP Paribas. Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Comme vous avez peut-être vu en bas sur le page d'accueil, j'ai mis pas que le lien du site annonce que c'était aujourd'hui le jeudi 22 juin, mais j'ai mis aussi toutes les informations pour vous inscrire à ce webinaire. Vous pouvez recevoir des emails régulièrement. Il y a un petit bruit derrière là, Laurent, c'est toi ou pas? Oui, c'est moi parce que les fenêtres de mon bureau sont ouvertes car nous n'avons Il pas est aussi le, près comme chez moi en fait, c'est ça? nous, nous n'avons pas le plaisir d'avoir de l'air conditionné et donc Voilà. sachez, chers auditeurs, que nous sommes en train de mourir en Voilà. faisant ce J'espère, webinaire. j'espère que vous avez tous les pieds dans l'eau froide ou une clim qui fonctionne très bien. Donc voilà, donc on est avec vous, donc son image sont OK. Donc pour vous inscrire, il faut juste aller sur notre site d'internet, webinaire outils pratiques et mettez juste votre adresse email et vous allez recevoir les invitations pour nos webinaires de chaque semaine. Donc, Laurent, on a reçu plein d'emails encore une fois aujourd'hui, non? Qu'est-ce que tu as retenu comme action et comme sous-jacent à regarder? Alors effectivement, Falco, bah déjà bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau webinaire que Falco et moi-même faisons toujours avec beaucoup de plaisir le jeudi à 17 heures. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur des actifs qui vous intéressent et ça nous fait plaisir parce que ça nous montre que non seulement vous appréciez ce que nous faisons, mais qu'également l'analyse technique et les marchés vous intéressent. Et donc, c'est vrai, on a eu des questions alors sur, alors dans le désordre, sur les actions. On a eu ArcelorMittal, EDF, Iliad, Société Générale, ST Microélectronics. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous posez des questions sur des titres qui semblent renverser leur tendance. Alors peut-être que ça reflète un petit peu l'inquiétude que certains d'entre vous peuvent ressentir. C'est vrai que les marchés sont un petit peu compliqués en ce moment. On a eu également des questions sur le Stoxx 600. Là aussi, ça fait plaisir parce que c'est pas forcément un indice qui est souvent examiné par les investisseurs privés. On parle évidemment toujours du CAC 40, de l'Eurostoxx 50, mais le Stoxx 600 fait moins partie des indices que vous regardez. Donc, on va le faire ensemble tout à l'heure. Et puis, bon, le CAC 40, on va commencer évidemment notre webinaire avec. Et puis, si on a un petit peu de temps, on a eu également une question sur le Bitcoin. Alors là aussi, hein, cryptocurrency qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement parce que elle s'est mise dans un mouvement haussier stratosphérique. On verra ça ensemble dans une minute. Et puis beaucoup plus calme, beaucoup moins volatile. J'ai presque envie de dire pépère. C'est l'euro-dollar qui ne fait pas grand-chose en ce moment, mais qui est sur un niveau de support intéressant. Et si ce niveau était rompu, cela pourrait peut-être générer plus d'opérations de vente. Donc vous le voyez, un agenda en ce 22 juin chargé. Et encore une fois, Falco et moi sommes très heureux que malgré la chaleur, vous êtes présents et vous nous posez toutes ces questions. Allez, on enchaîne tout de suite avec le CAC 40. Alors il faut que je partage Alors, mon écran, attends. Falco. Oui, 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 je vais faire ça tout de suite, je vais te le donner. Là, 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 là. Maintenant, il devrait être à toi dans quelques secondes. Tada, il arrive. Est-ce que vous le voyez, l'écran de Laurent? Oui, Patrick dit, c'est bon. Voilà, Laurent, tu peux commencer avec les CAC 40. Ok, alors, vous me connaissez, vous savez maintenant que je suis bavard et que je pourrais vous parler longtemps du CAC 40 parce que
Le paradoxe avec le CAC 40, c'est qu'il ne fait pas grand-chose et pourtant, techniquement, il y a plein d'informations intéressantes. Alors, comme on l'a vu il y a un instant, il y a beaucoup de questions, on ne va pas trop s'y attarder. Je vais essayer de synthétiser et de vous dire l'essentiel. Sur le CAC, on est dans une consolidation et décidément, à chaque fois qu'on croit que la pression vendeuse va rentrer sur le marché, et ben, le lendemain, on a des acheteurs qui viennent soutenir et quand on pense que la pression acheteuse va l'emporter, on a des vendeurs qui se présentent. C'est le propre d'une consolidation. À ceci près qu'on est maintenant en présence, je l'ai tracé à l'écran, d'un petit canal descendant. Et ce petit canal, il peut être associé à une figure d'analyse technique bien connue qui est un drapeau. Alors, deux mots sur les drapeaux. Quand ils sont dans une tendance haussière, eh bien, ils annoncent s'ils sont déclenchés, et c'est évidemment le point capital, il faut qu'ils soient déclenchés. S'ils le sont, ils annoncent plus de hausse. Quel type de hausse on peut s'attendre sur une sortie de drapeau? Eh bien, l'analyse technique dit que les drapeaux volent à mi-mât, c'est-à-dire que quand ils apparaissent, on va faire la projection du mât qui précède la formation du drapeau et on va faire donc cette projection à la hausse. Alors, le mât, quel est-il? On va prendre toute la dernière impulsion haussière à partir donc du 8 février jusqu'au point haut du 8 mai. Et pourquoi je choisis cette impulsion et pourquoi je ne vous dis pas qu'on va choisir par exemple cette impulsion-là ou celle-ci? Eh bien parce que pour que on puisse avoir cette lecture en drapeau, il faut que la correction du drapeau, c'est-à-dire celle-ci, en principe, en général, en tout cas c'est ce que j'aime moi, ne fasse pas plus de 38% de retracement du mât précédent. Et quand on voit, et quand on fait partir l'impulsion à partir de ce point bas, du 8 février, eh bien on voit, je vais zoomer un petit peu pour vous, on voit que le 38%, il a été parfaitement testé par cette bougie du 16 juin dernier, à partir de laquelle on a eu le rebond. Donc on peut, dans un premier scénario, avoir une lecture haussière avec un point bas qui a été fait sur la borne basse du drapeau, avec un 38% qui a été donc testé. Et donc, quand on a cette impulsion et puis cette correction, ben, ce qu'on peut faire, c'est une projection. Et vous le voyez, si on fait cette projection, ça nous donne un CAC 40 à 5618 et 100% de si on projette la totalité de la hauteur du mât avant l'apparition du drapeau, ça nous donne un CAC 40 à 5900 points. Alors, est-ce que ça veut dire que le CAC va aller à 5900 points? Non, ça ne veut pas dire ça. L'analyse technique, en fait, elle est là non pas pour faire des pronostics, non pas pour prédire le futur, mais pour deux choses. Premièrement, identifier les niveaux de risque, autrement dit les niveaux à partir desquels le scénario envisagé n'est plus valide. Et puis deuxièmement, elle est là pour nous permettre d'établir plusieurs scénarios. Alors ce qu'on vient de voir ensemble, c'est le scénario que je vais appeler ultra boule, c'est-à-dire on casse le drapeau et on va vers les 5900 points. Est-ce que c'est un scénario, moi personnellement, auquel je crois? Pas vraiment. Je ne pense pas qu'on soit ni dans une saisonnalité, ni à un moment de marché où on peut dupliquer tout ce qui s'est passé depuis le mois de février. Mais il n'empêche que, et c'est ça qui est vraiment important, quand on fait l'analyse d'un marché, c'est toujours pertinent de couvrir l'ensemble des hypothèses. Et puis après, on va trier, on va garder celles qui nous convient le mieux, on va éliminer celles qui nous paraissent les plus irréalistes, mais pour pouvoir trier, encore faut-il avoir le choix. Et pour avoir le choix, il ne faut pas s'interdire de penser. Donc si même on ne croit pas du tout à cette hypothèse de drapeau et cette projection à 5900 points, il faut quand même l'avoir dans un coin de notre esprit. Donc, pour que cette première hypothèse de travail puisse exister, il faut qu'effectivement on sorte du drapeau et qu'on reparte donc à la hausse. Alors, le drapeau, premièrement, on a dit qu'il volait à mi-hauteur de mât, le mât total. Et puis, deuxièmement, il faut que
quand on sort de ce drapeau, il faut qu'il y ait de la vitesse. C'est-à-dire qu'on est arrivé, vous le voyez, de manière impulsive sur ce niveau à 5442. Et si on sort du drapeau, il faut qu'on en sorte rapidement. Autrement dit, moi, ce que j'aime bien, c'est des drapeaux qui retracent 38% de l'impulsion précédente et qui, lorsqu'ils sont déclenchés, déclenchent de la vitesse. Donc, pour le moment, vous l'avez bien compris, il n'y a aucun drapeau qui n'est déclenché. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y aura aucun drapeau du tout qui sera déclenché un jour, puisqu'on va peut-être continuer de baisser. Mais en tout cas, cette première hypothèse serait validée si on arrivait à franchir ce premier niveau de résistance. Vous voyez ici à 5322 points. Alors regardez, on va zoomer un petit peu. On a été sur un test à 3 reprises de ce niveau à 5322. On a fait une tentative de dépassement de cette résistance, vous le voyez, avec une mèche et puis une ouverture le lendemain, mais avec des acheteurs qui ont été incapables de maintenir les prix sur ces niveaux et on est resté à l'intérieur du flag, du drapeau. Donc maintenant, si on arrive à dépasser cette zone avec une clôture significative au-dessus de ce niveau à 5320 points, alors on aura la possibilité d'avoir une lecture haussière et d'un drapeau donc qui serait déclenché. Donc si c'est le cas, prochain objectif à 5442, deuxième objectif à 5534 et puis après, si tout est validé, eh bien on devrait aller vers la cible du drapeau. Laurent, est-ce que tu peux essayer de, je sais pas, de tenir ton micro un peu en dehors du vent parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Il y a Bernard qui entend quasiment rien. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, vous allez me dire si c'est mieux comme ça? Ah oui, ça n'a rien à voir. Excellent. Bon, alors, il faut que vous sachiez que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'air conditionné dans notre bureau et que j'ai un petit ventilateur qui me tient compagnie et qui était orienté vers moi. Mais alors, effectivement, si ça fait trop de bruit, je l'ai enlevé. Donc, ne soyez pas étonnés si vous me voyez transpirer un peu. Donc, juste pour terminer sur le CAC 40, on avait marqué un niveau de support ces dernières semaines à 5228. On a eu donc ce rejet de la borne haute de cette résistance descendante ces 2 derniers jours. Et puis aujourd'hui, alors que certains opérateurs s'attendaient à voir le CAC continuer de baisser, eh bien c'est tout l'inverse. On repart à la hausse. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs que demain ce soit encore l'inverse, puisque finalement, dans les consolidations, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, qu'est-ce que c'est une consolidation? C'est un moment où finalement le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs est quasi identique. Autrement dit, autant quand on est dans une tendance, vous voyez, quand on est dans un mouvement comme ça, on a un déséquilibre en faveur des acheteurs, autant quand on est dans une consolidation comme celle-ci, on a un léger avantage du côté des vendeurs, mais malgré tout, vous voyez bien, regardez, si je mets 1 an d'historique, même si je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 2 ans d'historique. Regardez, on a une très belle impulsion haussière et là, on a une consolidation. Remarquez comme la consolidation actuelle, elle est contenue, comme elle est compacte, comme elle est peu volatile. C'est ce qui nous fait penser que ce n'est qu'une correction pour le moment à l'intérieur d'une tendance sur un horizon de temps supérieur qui reste haussière. Donc, si effectivement on repart à la hausse, alors on aura un potentiel baissier nouveau qui s'ouvrira à nous. Le contraire, c'est quoi? Eh bien, c'est que demain, on rebaisse. Et ce qui est important maintenant, si on repart à la baisse, ça sera le comblement du gap. Parce que si effectivement, on va aller chercher les 5100 points et qu'on va combler le gap, alors ça voudra dire que tout scénario d'impulsion haussière est à mettre de côté pour le moment et que visiblement, ce qui se passera dans cette hypothèse, ça sera une consolidation de plusieurs semaines qui se mettra en place. Alors regardez, je vous mets en ligne de clôture et je vais tracer donc plusieurs segments. Si on va chercher le comblement du gap, alors ça voudra dire qu'on va vraisemblablement sur un schéma qui sera vraisemblablement comme ça. Vous voyez, un espèce de gros trading range latéral à l'intérieur duquel le CAC va continuer d'osciller avant peut-être de choisir une tendance baissière ou haussière. La troisième hypothèse, c'est quoi? Eh bien,
c'est celle où non seulement on va combler le gap, mais on va clôturer nettement en dessous. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on redescendra visiblement vers les 5100 points et qu'on aura à partir de ce niveau des acheteurs qui se présenteront et un CAC qui continuera donc d'osciller à l'intérieur d'une grande zone comprise entre 5000 et 5400 points. Alors, trois scénarios, vous l'avez compris, un scénario très haussier, un scénario haussier mais avec retard, c'est-à-dire on va chercher la borne basse du gap haussier, puis on rebondit et puis on reste borné sur 5004, et puis un troisième scénario où là pour le coup on va aller chercher les 5000 points et on va après avoir vraisemblablement une grosse phase de consolidation latérale. Alors pour le moment, qu'est-ce que c'est moi mon scénario que je privilégie pour le moment? On est toujours dans une dynamique qui est haussière avec peu de volatilité dans la correction actuelle. On est plutôt a priori en train de repartir à la hausse. Moi, je m'attends à un nouveau test de la zone à 5322 points et puis on verra si elle est franchie ou pas. Si c'est le cas, alors on devrait retourner relativement rapidement vers le haut du range à 5440. Est-ce qu'on franchira les 5440 points? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas forcément mon scénario préféré maintenant. C'est-à-dire que si on devait ouvrir des positions acheteuses sur le franchissement de la résistance à 5320, je pense que ça serait peut-être opportun de déboucler, de prendre des gains sur 5440. Il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de potentiel haussier pour le moment sur le CAC 40 et donc on devrait avoir une consolidation, c'est-à-dire une continuation d'un rapport de force équilibré entre acheteurs et vendeurs pendant les prochaines semaines. Alors voilà, on a fait le point sur le CAC, mais je pense que c'était important d'en parler parce que c'est vrai que on est dans un moment de somnolence du CAC et pourtant il y a quand même des choses qui se passent et il faut s'y préparer. Alors, on va aller voir maintenant, si vous êtes d'accord, ArcelorMittal, puisque ça a été une question. Et vous le voyez, on est dans une structure qui est radicalement différente entre Arcelor et le CAC, puisque c'est vrai, il y a eu une très belle tendance ascendante qui a été, vous le voyez ici, interrompue avec un échec à la mi-mars d'aller rejoindre les précédents sommets et puis donc sommet moins haut que les précédents et puis on a fait un creux plus bas que le précédent et on a donc une séquence de distribution qui s'est mise en place sur ArcelorMittal et en fait la tendance s'est inversée et là vous le voyez, on est maintenant dans une tendance de court terme qui est baissière. Alors vous le voyez, on a une tendance de moyen terme qui est haussière, on a une tendance de court terme qui est baissière et qui se caractérise assez facilement avec des creux et des sommets qui sont descendants. Le dernier sommet dans la baisse, il est à 19,25 €. Ça veut dire que tant qu'on est au-dessous de ce niveau, on est toujours en présence d'une séquence directionnelle qui est baissière et qui devrait donc amener les cours plus bas. Si on voit que les prix se stabilisent sur 19,25, attendez, je vais enlever ça. Si on voit que les prix se stabilisent sur 19,25, alors ça veut dire qu'on aura peut-être une figure de renversement qui se mettra en place. La plus facile à déceler, celle qui saute tout de suite aux yeux, ça serait une tête-épaule inversée, vous le voyez, avec, vous voyez, ici, on aurait l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, et puis sur franchissement de la ligne de coup de la tête-épaule inversée, à 19,25, un marché qui se retournerait. Alors, la projection de cette tête-épaule, vous le savez, pour le faire, il faut projeter la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou et faire cette projection à partir de la neckline. Ça nous donne un objectif qui se situerait autour des 21 €. Donc, vous le voyez, si effectivement on a
Arcelor qui se stabilise et qui dépasse la ligne de coût, on pourrait retourner sur les 21 euros. Si en revanche, nous n'avons pas de figure de retournement et que l'avantage reste au baissier, alors ça veut dire que sur le test de cette résistance à 19,25 €, on va à nouveau avoir des opérations de vente qui vont littéralement submerger tous les ordres d'achat et que par conséquent, on va avoir une pression vendeuse qui va reprécipiter le marché à la baisse, vraisemblablement vers le précédent creux à 17,69 € et en cas de rupture vers le prochain support à 16,63 €. Alors sur ArcelorMittal, pour le moment, c'est vrai que on a une tentative de stabilisation, mais pour pouvoir assister à un petit peu plus de potentiel haussier sur le titre, il va falloir absolument franchir ce niveau de résistance à 19,25 € pour aller vers 20,50, 21 €. Si effectivement on arrive à dépasser ce niveau et à retourner sur 21 €, entre 20,50 et 21, alors il faudra voir si effectivement la séquence directionnelle haussière qui sera apparue, c'est-à-dire des creux et des sommets ascendants, continue, ou si au contraire on se remet dans le sens de la marge des vendeurs et que par conséquent on va à partir de ce niveau repartir à la baisse. Donc ArcelorMittal pour le moment, est-ce que c'est intéressant d'acheter? Je suis un petit peu mitigé sur une opportunité de passer acheteur tout de suite. Premièrement parce que vous le voyez, on n'est pas sur un niveau très fort, je trouve, pour repasser acheteur. Je serais plus confortable de le faire à 16,60. Maintenant, si effectivement on franchit la ligne de coût, alors vraisemblablement, voilà ce qu'on aura. Je vais vous le tracer à l'écran. On aura un franchissement de la ligne de coût, un pullback qui se fera sur la ligne de coût, et là, effectivement, on pourra peut-être passer à l'achat avec un prix qui sera à proximité des 19 €, un stop qui sera sous les 17,68 € et on visera, comme je le disais, les 21 €. Autrement dit, on aura un ratio rendement-risque de 1, c'est pas extraordinaire comme ratio. En général, il vaut mieux rentrer des opérations avec un ratio rendement-risque de 2, c'est-à-dire que vous risquez 1 € avec l'espoir d'en gagner 2. Là, pour le coup, on aura un ratio rendement-risque pas très intéressant, mais bon, ça se tente effectivement si on a un renversement sur Arcelor. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Juste à noter, on a une grande bougie blanche qui est apparue à l'écran. Ça veut dire qu'on a peut-être un petit peu plus de pression acheteuse qui va se manifester, qu'on va aller rejoindre la ligne de coût. Alors, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui s'est passé sur Arcelor, est-ce qu'on est sur un niveau de retracement? On l'a un petit peu enfoncé. Il y avait un 31,8, un 38%, pardon, de retracement qui a été enfoncé. C'est ce qui explique peut-être ce 38%, le travail qui a lieu effectivement sur le marché. On pourrait avoir un rebond. J'aurais été plus à l'aise si on avait réussi à garder le 38% et si on avait retracé pas plus bas que ce niveau et qu'on avait rebondi. Voilà, donc pour Arcelor, ce qu'on peut dire, on a une tendance qui est haussière, qui a été interrompue par une séquence intermédiaire corrective. Toute la question maintenant, c'est de savoir si on va reprendre la tendance haussière qui précède ou si au contraire, on va simplement s'arrêter sur ce niveau à 21 avant de reprendre la tendance baissière. Laurent, il y a une question de Patrick. Il dit grand bougie verte. Le 9 novembre égale fort support, 9 novembre 2016. Ici, oui, Ouais. effectivement. Ouais. C'est un support très fort. Effectivement. Je l'ai également identifié comme zone de support très fort, puisque vous voyez, c'est ici que j'ai mis mon support 1, c'est-à-dire que je serai plus confortable
pour revenir sur le marché à l'achat sur Arcelor sur 19,60 que sur les niveaux actuels. Alors, on va continuer avec EDF. Alors, EDF, regardez, on a un titre qui s'est fortement apprécié puisque depuis la mi-avril, on a pris à peu près 30%. On arrive maintenant sur des zones de prise de bénéfices puisque vous le voyez, on est sur une zone de résistance importante à 10,43 €. Autrement dit, on va avoir la tentation forte des différents opérateurs qui ont profité de ce mouvement haussier sur EDF de prendre leurs bénéfices et par conséquent de mettre de la pression vendeuse sur le titre. Alors c'est plus le moment de passer acheteur sur EDF puisqu'on est en fin potentiel de mouvement. Alors, est-ce que EDF va franchir les 10,43 €? C'est possible, mais en tout cas, on est maintenant beaucoup plus proche de la zone de résistance, c'est-à-dire à 10,43. On est actuellement à 10,12. On est beaucoup plus proche de l'objectif que du support. Autrement dit, on a un ratio rendement-risque qui est défavorable, c'est-à-dire que si on a tort, eh bien, on peut perdre environ 70 centimes. Et si on a raison, eh bien, on va en gagner que 40. Donc, être prêt à perdre 70 centimes pour en gagner 40, c'est pas très intéressant. C'est là que vient de manière intéressante s'ajouter la dimension de ratio rendement-risque, puisque en général, on préfère risquer 1 centime ou 1 euro pour en gagner 2, voire 3, et idéalement 4. Hein. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Donc vous le voyez, si EDF devait corriger, quand on est dans une tendance haussière, on regarde la structure du prix. La structure, c'est les creux et les sommets qui sont tous ascendants. Quel est le dernier creux qui confirme donc la tendance haussière? Eh bien, le dernier creux, il est là. Il est à 9,28. Et le dernier sommet, il est là. Il a été fait il y a quelques jours à 10,33. Autrement dit, la séquence creux-sommet, ascendant, tant que cette séquence, elle est maintenue, tant qu'elle est valide, eh bien la tendance, elle aussi, est confirmée. Autrement dit, il faudrait avoir un creux sous 9,28 pour avoir une interruption des creux ascendants et avoir un premier creux descendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que EDF peut corriger à l'intérieur de cet espace entre 10 et 9,28 €, c'est-à-dire que EDF a à peu près 70 centimes d'espace où le titre peut corriger sans que ça ne change rien à la structure haussière. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que votre stop d'invalidation, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent, que je vous ai déjà dit, mais que je vais répéter parce que c'est extrêmement important de le préciser et de le répéter sans cesse. L'analyse technique, ce n'est pas une discipline pour prévoir l'avenir, ce n'est pas une discipline pour faire des pronostics. C'est une discipline pour comprendre où est le risque. Et c'est une discipline qui vous permet de savoir où est le niveau de prix qui invalide la structure qui est actuellement à l'œuvre. Donc, je ne sais pas jusqu'où EDF va aller. Est-ce que EDF va dépasser la résistance à 10,50 €? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que sur EDF, on est à l'aube d'un très gros bull market en faveur des utilities. Donc, on va peut-être dépasser. Le propre d'une tendance, c'est qu'on ne sait jamais où est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est pour ça qu'on gagne de l'argent dans les tendances. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas sortir trop tôt d'une tendance. Mais on ne sait pas jusqu'où une tendance va aller. En revanche, on sait quels sont les niveaux qui vont mettre à mal la structure haussière, en l'occurrence, d'une tendance. Et là, pour le coup, c'est important de le dire, EDF peut baisser jusqu'à 9,28 sans que ça remette
en cause quoi que ce soit sur la tendance haussière. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour les opérateurs qui sont intéressés, qui veulent acheter EDF? C'est de rentrer des positions à l'achat le plus près possible du niveau d'invalidation. Parce que si vous rentrez sur le niveau actuel sur EDF, vous prenez le risque de voir le titre rebaisser jusqu'à 9,28 sans que techniquement il y ait quoi que ce soit qui se soit passé. Et donc vous entrez très mal sur le marché. Et donc je ne peux pas recommander de rentrer maintenant sur EDF parce que vous êtes beaucoup trop proche d'un objectif très important et beaucoup trop loin d'un stop d'invalidation qui ferait que si on allait le tester, eh bien, vous pourriez perdre beaucoup d'argent alors que techniquement, il n'y a eu aucun préjudice. Donc, on va remettre le chart de moyen terme et on est bien d'accord qu'on est en présence d'un marché dont l'impulsion haussière est extrêmement puissante, mais qui arrive peut-être à destination de son premier palier avec des prises de bénéfices qui vont être importantes et qui vont peut-être déclencher, là pour le coup, une zone, là encore, comme on l'a vu sur le CAC 40, une zone de consolidation. Il va falloir que les opérateurs distribuent en fait leur position gagnante, qu'il y ait d'autres opérateurs qui rentrent sur le marché parce qu'ils pensent qu'il y a un potentiel qui est beaucoup plus important à moyen terme. Et donc ce travail, c'est un véritable travail qui va être effectué par le marché et qui va peut-être déboucher sur une nouvelle séquence haussière. Mais les probabilités pour que EDF franchisse du premier coup cette résistance sont extrêmement faibles. Donc, soit vous êtes déjà long de EDF, vous en possédez, et par conséquent, ce serait peut-être pas complètement idiot de prendre une partie de vos bénéfices, soit vous n'en possédez pas, et là, il n'y a rien à faire parce que vous êtes beaucoup trop loin du stop d'invalidation, soit vous voulez vendre EDF, c'est-à-dire rentrer des positions en vente à découvert, et là pour le coup, si vous le faites, vous prenez le risque de vous mettre en face d'un consensus qui reste haussier, mais si vous le faites, alors l'objectif, il sera entre 9,70 et 9,28. Voilà ce qu'on pouvait dire, Falco, sur EDF. À moins qu'on ait des questions, on passe à un autre actif. Alors, on t'entend pas, Falco. Allô? Voilà. Bon, il y a Antoine qui pose la question, comment on sait que les probabilités des dépassements sont fiables? Sont faibles, pardon, sont faibles. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Là, on est en train d'assister à une impulsion haussière sur EDF. Impulsion haussière ces derniers jours qui s'inscrit dans une impulsion haussière plus importante à partir des 7 euros. Okay, cette impulsion haussière, elle nous dit que il n'y a pas beaucoup de distribution qui est rentrée sur ce marché. Autrement dit, les opérateurs ont payé, payé, payé parce qu'ils sont convaincus que le titre va continuer de grimper. Si on arrive directement sur la résistance, il me semble que tous les opérateurs qui ont payé au fur et à mesure de l'ascension du titre à partir des 7 euros vont être tentés de prendre leurs bénéfices. Donc on pourrait même avoir un faux breakout haussier et puis derrière on réintègre et on baisse. Là où on aurait beaucoup plus de probabilité de voir EDF franchir la résistance, c'est le scénario suivant. On va vers la résistance à 10,50 et puis on retrace, on repart à la baisse. On retourne vers 10 ou un petit peu au-dessus et on revient tester les 10,43. Et là, on a de nouveau de la pression vendeuse qui rentre sur le marché. Et donc, on baisse. Sauf qu'on va baisser un petit peu moins bas. Pourquoi?
parce qu'on a de l'impatience de la part des opérateurs à rentrer sur le marché. Et donc on va faire un creux qui est plus haut que le précédent. Et puis on va repartir sur la résistance. On va retester les 10,43, on va rebaisser, et là on va encore baisser moins. Et là, on va revenir et on va casser. Autrement dit, on va avoir potentiellement la formation d'un triangle ascendant qui va se faire à l'intérieur d'une séquence haussière sous une résistance. Et ce triangle ascendant, en fait, de quoi est-il le témoin? Parce qu'en fait, quand vous assistez à la formation d'une figure chartiste, il y a des gens derrière. Ce sont les flux d'argent qui rentrent et qui sortent du marché qui font que la figure se forme. Et donc, quand vous avez une figure en triangle ascendant qui se forme sous une résistance après une impulsion haussière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des opérateurs qui prennent leurs bénéfices et on a des nouveaux opérateurs qui achètent ce que ceux qui prennent leurs bénéfices mettent à disposition sur le marché. Okay, on a les vendeurs qui sont rentrés là à 7,50 et à 8 euros, qui ont pris 20% de gains sur EDF et qui se disent, moi personnellement, ça me suffit, je sors du marché. Et puis il y a ceux qui vont rentrer, donc ils disent, ça me suffit, ils vendent leur titre EDF. Mais vous le savez, chaque fois qu'il y a un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et donc il y a des gens, il y a des investisseurs qui se disent, moi je pense qu'à échéance 6 mois, à échéance 9 mois, EDF va aller beaucoup plus haut. EDF va aller vers les 15 euros. Ceux qui payent ce franchissement de résistance, c'est parce qu'ils pensent que EDF va aller vraisemblablement vers les 13, voire vers les 15 euros, échéance 12, voire peut-être 18 mois. D'accord? Ça veut dire qu'il y a toujours ce travail d'échange des opérateurs qui ont pris leur profit et qui vendent, et les opérateurs qui pensent que ça peut aller beaucoup plus haut et qui sont intéressés pour acheter les titres de ceux qui vendent. Et donc, comment ça se retrouve ça d'un point de vue chartiste? Ça se retrouve avec des figures qui se forment. Alors attendez, je vais remettre mon chart. Ça se retrouve avec des figures qui se forment sous les résistances, c'est-à-dire que la résistance qui est normalement une zone de vente, et bien là, ça va être le contraire. La résistance va être une zone d'accumulation. Les investisseurs vont accumuler sous la résistance. Et cette accumulation, pourquoi elle a lieu? Parce que les opérateurs pensent que ça va franchir, dépasser la résistance et aller beaucoup plus haut. Et donc, pour répondre à notre auditeur, si on voit que sous la résistance, on a une figure qui se forme et qui montre qu'il y a de l'accumulation, eh bien, ça veut dire que les probabilités pour franchir de franchissement de la résistance sont élevées. Alors, ça peut ne pas prendre la forme d'un triangle ascendant, hein. Ça peut également prendre la forme d'un trading range, vous voyez, comme ça. Une accumulation sous la résistance. Ça pourrait même prendre la forme, regardez, d'une tête-épaule inversée. Tête-épaule inversée sous une résistance, on voit bien que le marché accumule sous la résistance avec le franchissement anticipé de la zone de résistance pour aller plus haut. Donc, qu'est-ce que c'est la morale de cette histoire? Elle est importante et je vais vous la dire. C'est que quand vous arrivez sur une résistance très très vite, ne payez pas la résistance en pensant que le marché va franchir rapidement ce niveau. Quand un marché a pris 20 ou 30%, les probabilités pour que la résistance soit franchie du premier coup sont très faibles. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique dans l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'observation des flux et c'est l'observation du comportement des investisseurs. On est plus dans le domaine de la psychologie sociale, la psychologie des foules, que dans le registre scientifique. Donc, des marchés qui ont franchi des résistances alors qu'ils venaient de très très loin, je suis sûr que si je cherche bien, ou que si vous cherchez bien,
vous allez en trouver. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir du point de vue des probabilités. Quelles sont les probabilités pour qu'un marché qui a déjà pris 20 ou 30% franchisse directement une résistance? Eh bien, ces probabilités sont très minces. Et donc, ça peut payer d'acheter sous une résistance, mais ne soyez pas le premier, ne prenez pas le pari que c'est ce qui va se passer. Laissez le marché vous montrer qu'effectivement, il y a de l'accumulation sous la résistance, et si vous voyez effectivement qu'au contact de la résistance, il n'y a pas beaucoup de pression vendeuse qui se manifeste, et que dès que ça baisse un petit peu, tout de suite, il y a des opérateurs qui sont là pour ramasser tout le papier qui traîne, et qu'on va avoir une accumulation sous la résistance, alors là, effectivement, ça paye de rentrer sous la résistance avec un stop serré, c'est-à-dire le stop qui va être vraisemblablement sous la borne basse du rectangle et que vous pouvez anticiper un franchissement. Hein. Donc, pour répondre à la question de notre auditeur, payer sous les résistances, ça peut éventuellement se faire, mais laissez le marché vous prouver qu'effectivement, il y a de l'accumulation sous la résistance. Voilà, Falco. Donc, Jean et Anton sont très très contents. Merci pour cette explication du triangle ascendant. Donc, on continue avec un prochain sous-jacent. Iliad. Alors, là aussi, Iliad, on est sur un marché qui est potentiellement en train de se retourner. C'est très difficile hein, d'avoir des jugements catégoriques et arrêtés sur des marchés qui ont autant progressé. Parce que vous le voyez, regardez, si on fait un retracement de toute la hausse qui a démarré il y a 6 mois sur Iliad, on était à 165, on est à 200, enfin on a fait un plus haut à 235. Le 38% de retracement, c'est-à-dire le minimum syndical, j'ai envie de dire, pour avoir un retracement qui soit ordonné à l'intérieur d'une tendance haussière, il est encore beaucoup plus bas. Le 38%, il est à 210. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est difficile de savoir sur Iliad si on est en présence d'un titre qui est en train de retourner une tendance haussière ou si on est en présence d'un titre qui ne fait que corriger une impulsion haussière précédente. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que on est maintenant dans une séquence qui est baissière. La question, c'est de savoir si Iliad est en train de se retourner, si Iliad est en train de se renverser, qu'est-ce qu'on est en train de retourner? Est-ce qu'on est en train de retourner toute la hausse ou est-ce qu'on est en train de retourner quelque chose de beaucoup plus court? La réponse, on est en train de retourner quelque chose de beaucoup plus court. C'est-à-dire que ce qu'on peut affirmer, c'est que c'est vrai qu'on a fait un sommet baissier et un creux baissier. Okay, ça veut dire que, cette baisse à partir de 236, elle vient retourner cette dernière impulsion. Ça, on peut l'affirmer avec certitude. On est en train de retourner ce mouvement. Mais est-ce qu'on est en train de retourner tout le mouvement? Non. On ne peut pas affirmer une chose pareille. Donc, on va, là encore, essayer de procéder de manière méthodique et de comprendre comment le marché est en train de se structurer. À court terme, alors à moyen terme, pardon, on a vu qu'on est dans un mouvement qui est haussier. À court terme, on a vu qu'on est dans un mouvement qui est baissier, avec deux creux baissiers et deux sommets qui sont baissiers. Vous savez maintenant que une tendance, c'est la succession de creux et de sommets, ascendant pour une tendance haussière, descendant pour une tendance baissière. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai une tendance baissière de très court terme qui est en place sur Iliad. J'ai deux creux et deux sommets qui sont baissiers. Autrement dit, on peut tout à fait avoir maintenant la chose suivante. Ok? Ça veut dire qu'on peut continuer le directionnel baissier auquel on est en train d'assister sur Iliad. Donc moi, c'est le scénario que je vais privilégier. C'est-à-dire que on a des acheteurs qui ont dominé les échanges, on a des vendeurs qui dominent les échanges. Et vous pouvez vous dire, oui mais Laurent, ça y est, c'est terminé.
on est allé chercher le gap haussier, il y a une réaction d'achat, on repart à la hausse et on va faire des nouveaux sommets. Vous avez peut-être raison, j'ai peut-être tort. Mais ma façon de raisonner, c'est la suivante. On est maintenant dans une séquence qui est baissière sur Iliad à court terme. Donc, si on repasse haussier, je veux que ce soit les haussiers qui me prouvent leur conviction. Parce que pour le moment, ce sont les baissiers qui ont le marché en main. Ce sont eux qui sont en train d'inscrire la dernière séquence directionnelle qui a de l'importance. Ce sont eux qui dominent le marché depuis qu'on est allé chercher ce sommet à 235. Donc, si les acheteurs reprennent le dessus, eh bien, il va falloir qu'ils me le prouvent. Et s'ils me le prouvent, alors je rejoindrai le camp qui est le plus fort. Parce que sur les marchés, il ne faut pas se comporter comme on se comporte dans la vie. Dans la vie, on ne retourne pas sa veste. C'est un défaut de ne pas avoir de conviction. Quand on est sur les marchés, il faut savoir vite retourner sa veste. Quand on est sur les marchés, c'est pas tout d'avoir des convictions. Il faut essayer de comprendre quel est le camp qui contrôle le marché. Il faut se mettre avec lui. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. On ne gagne pas de l'argent quand on est contrarié dans une tendance haussière et vice-versa. On gagne de l'argent quand on se range du côté de ceux qui contrôlent le marché. C'est pour ça qu'il y a ce vieil adage de Wall Street qui est l'adage numéro 1 que n'importe quel amateur connaît dès qu'il s'intéresse au marché financier, c'est la tendance est votre ami. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de ne pas se mettre contre la tendance et que si on veut aller contre la tendance, eh bien, il va falloir qu'on ait des arguments sérieux. Moi, à court terme, j'ai un mouvement qui est baissier. Donc, déjà, pour pouvoir être acheteur alors que je suis dans une séquence corrective, il faut déjà que ce niveau de résistance à 222,85 €, déjà, il faut qu'il soit dépassé. Tant que ce niveau n'est pas dépassé, je ne veux même pas réfléchir à une opération d'achat. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup d'acheteurs qui sont venus supporter le marché sur ce niveau à 222,85. Le marché a fait un sommet moins haut, il a cassé le support. Ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés là, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de perdre de l'argent. Et à quoi sont-ils en train d'assister? Au retour du marché vers les niveaux de prix sur lesquels ils sont rentrés. Que vont-ils faire dès que le marché va retourner sur la zone de prix auquel ils ont payé? Ils vont vendre le marché. C'est pour ça que les polarités fonctionnent sur le marché. C'est pour ça que ce support va devenir potentiellement résistance. C'est pour ça qu'il va y avoir une très grosse bataille autour de 222,85. Et le scénario le plus probable, c'est qu'on retourne sur la résistance, que ici on ait beaucoup d'ordres de vente qui rentrent sur le marché parce que ce sont tous les haussiers perdants qui vont profiter de cette aubaine pour sortir flat et le marché va rebaisser. Ok? Ça veut dire que du point de vue de l'analyse, je suis d'accord que on a peut-être fini la correction, que le gap est peut-être support, que la moyenne mobile à 100 périodes est peut-être support et que par conséquent, c'est intéressant de payer. Il n'empêche que, du point de vue de l'analyse, j'ai potentiellement un double top qui n'a pas encore été validé et qui pourrait signaler le retour des intérêts acheteurs sur le marché. J'ai une polarité qui n'a pas été franchie. Donc moi, en tant qu'analyste, je ne réfléchis pas pour le moment sur le fait que je veux acheter ou pas ce marché. Bon, Laurent, il reste 10 minutes. Oui, alors, mais c'est très important, Falco, d'expliquer en fait tous ces principes d'analyse qui expliquent en fait pourquoi les figures chartistes fonctionnent et pourquoi on ne peut pas, du point de vue de l'analyse, repasser tout de suite acheteur sur Iliad. Tant que je reste sous ce niveau à 221,40, 222,85, je privilégie la séquence actuelle. Si en revanche, j'ai un marché qui est capable
de réintégrer ce niveau, alors là, pour le coup, encore une fois, je pourrais tout à fait voyez, on réintègre, on fait un pullback, ben là, pour le coup, c'est intéressant d'essayer de se mettre dans le sens des achats avec potentiellement une reprise de la tendance haussière. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Société Générale. Excellent. Alors, Société Générale. C'était qui voulait avoir Société Générale? Laisse-moi regarder vite fait. C'était Pierre. Alors, Pierre, Société Générale, pour vous. Société Générale, on est déjà sur un titre qui, vous le Attends, voyez, Laurent. oui. Comme tu es dans le chaud, dans la chaleur, un petit point de motivation pour toi. Il y a Stéphane et aussi les autres qui sont très contents avec tes analyses, même dans la chaleur. Et Stéphane dit, les analyses de Laurent sont vraiment exceptionnelles. Alors, donne tout pour les dernières 8 minutes avec nous. Alors, je vais essayer de rester, enfin, je vais pas d'être exceptionnel, je vais essayer de continuer de vous faire des analyses satisfaisantes. Société Générale, le titre a beaucoup souffert. Hein. Regardez, on était à 105 euros en 2007 et on est actuellement à 50 euros. Hein. Donc, on est toujours divisé par deux par rapport au sommet de 2007. Ceci dit, on est sur un chart qui est vraiment intéressant parce qu'on a dépassé toute cette zone ici de consolidation entre 43 et 13 euros. Et ben, on a dépassé tout ça et on est maintenant, vous le voyez, en train de faire, enfin, on a fait récemment un plus haut qui date de, depuis 2008, donc presque 10 ans. Donc, c'est un titre qui est en train d'évoluer sur des sommets de 9-10 ans. Donc, c'est quand même, il y a quand même de la force. Puis surtout, on est là, vous le voyez, sur un titre qui consolide et qui est au-dessus d'un gap qui a été ouvert. Alors, très belle tête-épaule inversée sur Société Générale. Non, j'ai parlé un peu trop vite. Elle n'est pas très belle. Mais c'est ça de faire des analyses live. Elle n'est pas très belle parce qu'en fait, j'ai pas une belle symétrie entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Mais j'ai quand même ici un processus d'accumulation qui fait que on a consolidé sur Société Générale entre 45 et 40 et puis on est sorti par le haut. Alors, pour le coup, maintenant, vous le voyez, on est en train de rejoindre la borne basse, la borne haute, pardon, du gap haussier. En fait, le titre, il ressemble pas mal au CAC d'une certaine manière. Vous retrouvez cette pesanteur, cette lourdeur. On est sur le titre, sur une polarité, c'est-à-dire sur une zone de résistance qui devient potentiellement support. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a eu du soutien de la part du marché. On est à la croisée des chemins sur Société Générale à court terme, c'est-à-dire que on a eu des acheteurs qui ont été en mesure de défendre ce niveau à 46 euros. Ça, c'est le bon point. Le mauvais point, c'est que ce soutien, il n'a pas été en mesure de déclencher un appétit plus significatif sur le titre. Le niveau que je regarde sur Société Générale à court terme, c'est le dépassement de cette première résistance à 48,37. Si on dépasse 48,37, ça veut dire qu'on va aller tester le précédent sommet à 50 euros. Si on dépasse les 50 euros, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus haut, chercher des nouveaux sommets de 9 ou 10 ans. Donc, Il y a, Laurent, 2 secondes, il y a Stéphane qui pose une question qui est assez intéressante. En fait, il dit, les bancaires ne sont-elles pas trop dépendantes de la Banque centrale pour une vraie reprise? si, évidemment, mais c'est pas le seul élément. Alors, la Banque centrale, alors, c'est plus le moment et c'est pas le lieu pour faire un cours sur l'action de la BCE et son impact sur le marché et en l'occurrence l'industrie bancaire. Mais pour aller très très vite, pour, pour que vous compreniez très rapidement, plus la BCE rachète des actifs pour compresser les taux d'intérêt,
plus l'industrie bancaire souffre de cette situation puisque les banques gagnent de l'argent quand elles prêtent aux entreprises et aux particuliers. Okay, sauf que quand on a un écart entre les taux courts, c'est-à-dire les taux auxquels les banques empruntent, et les taux longs, c'est-à-dire les taux auxquels les banques prêtent, quand on a un tassement de ce spread de taux, on a ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe de taux. Et quand on a un aplatissement de la courbe de taux, les banques, elles n'aiment pas ça, parce que ça veut dire qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et en ce moment, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Par ailleurs, on a un marché de l'emploi en Europe qui s'améliore mais qui reste faible. Or, qu'est-ce qui provoque l'inflation? C'est le plein emploi, c'est la progression des salaires. Ce n'est pas du tout ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Troisièmement, les matières premières, lorsque leurs prix grimpent, sont aussi un facteur d'inflation. Est-ce que c'est ce à quoi on est en train d'assister? Pas du tout. Vous le savez comme moi, on a un prix du pétrole qui est comprimé à la baisse. Donc, on n'a pas d'inflation en zone euro, on a une BCE qui est toujours à la manœuvre et donc on a des banques qui sont effectivement un petit peu malmenées et qui ont du mal. On le voit très bien sur Société Générale. Pourquoi on le voit très bien sur Société Générale au niveau du graphique? Regardez, on a fait une très belle impulsion haussière jusqu'en décembre 2016 et ça fait 6 mois qu'on est en train de montouiller sur Société Générale. Regardez, on baisse, on remonte, on rebaisse, on remonte, on rebaisse. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans un marché dont la structure est similaire à l'impulsion précédente. On a beaucoup plus d'hésitation, c'est beaucoup plus lourd. Donc, tant que le gap il reste ouvert sur Société Générale, eh ben, on est sur une hypothèse de travail qui reste haussière. Attention, parce que on est sur un niveau à 46 € qui doit vite faire réagir maintenant les acheteurs. Les acheteurs, en fait, ils ont eu le luxe de ne pas trancher. Sauf que à force de ne pas trancher, on se rapproche de la ligne à partir de laquelle il va falloir prendre une décision claire. Et on y est maintenant. C'est-à-dire que 46 €, ça a été défendu, mais si maintenant on n'a pas de réaction haussière sur ce niveau, ça veut dire qu'on va baisser à 44 €. Et si on baisse à 44 € et qu'on n'a pas d'opérateur qui paye le marché pour soutenir les cours, ça veut dire qu'on va réintégrer cette zone de consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on réintègre 44,50 et qu'on casse 44,50, c'est sur 40 € qu'on va aller sur Société Générale. Parce qu'on avait une impulsion, une consolidation, on est sorti en impulsion haussière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Rien du tout. C'est-à-dire que tous ceux qui ont payé ici, ils sont en perte. Tous ceux qui ont payé le gap, ils perdent de l'argent. Et donc, si on n'arrive pas à repartir rapidement à partir de cette zone de support, tous ceux qui ont payé et qui sont en perte, ils vont être encore plus en perte et on va réintégrer cette zone. Et si on réintègre cette zone de consolidation, c'est vers le bas de la zone de conso qu'on va aller, c'est vers 40 €. Autrement dit, sur Société Générale, mais sans doute sur d'autres banques également, on est sur une zone charnière qui fait que c'est maintenant qu'on doit avoir un rebond du marché. Si ce n'est pas maintenant, on part pour un pâté, quelque chose qui va être très lent, très ennuyeux, avec aucun potentiel de hausse à court terme, qui vont précipiter les cours beaucoup plus bas. Donc, Société Générale, c'était un bon choix que de nous demander de l'analyser ensemble, parce que quelque part, ça reflète ce qui se passe sur le marché. À force de prendre son temps, le marché, il se met en danger. À force de ne pas décider, le danger apparaît progressivement. Et là, si on casse le support et qu'on réintègre le gap, c'est du 10 ou du 15% qu'il va y avoir comme potentiel baissier important sur le titre. Voilà, cher. Oui, oui, Falco. Laurent, il y a la semaine dernière, il y a Alain qui nous dit que on avait promis la semaine dernière de regarder l'indicateur ADX aujourd'hui. Est-ce que tu as, dans une minute, tu peux expliquer l'ADX vite fait ou est-ce qu'il faut le repousser pour la semaine prochaine? Alors, on va parler de l'ADX pour ne pas décevoir notre auditeur. Ah 3 là, minutes. 3 minutes. c'est 3 gentil, minutes. merci Laurent. Alors, l'ADX, c'est un indicateur qui sert à mesurer la puissance du mouvement directionnel.
ok, il est constitué de 3 lignes. Le DI+, qui est la ligne verte, le DI-, qui est la ligne rouge, et l'ADX à proprement parler, qui lui mesure la force du mouvement. Deuxièmement, quand la tendance démarre, l'ADX grimpe. On voit ici une tendance qui est très flat, un ADX qui est flat. On voit une tendance haussière qui démarre, on a un ADX qui commence à grimper. Okay, l'ADX grimpe quand la tendance prend de l'ampleur. Que la tendance soit haussière ou que la tendance soit baissière, quand la tendance s'affirme, l'ADX grimpe. Donc vous allez avoir un ADX qui grimpe dans une tendance haussière comme dans une tendance baissière. Troisièmement, il faut toujours aller dans le sens de la ligne supérieure. Ça veut dire que quand vous avez un DI+ vert qui s'écarte, ça veut dire qu'il faut payer le marché. Quand vous avez un DI- qui est la ligne supérieure et qui s'écarte, ça veut dire qu'il faut vendre le marché. Il faut toujours aller dans le sens de la ligne DI qui est supérieure. Si c'est le DI+ qui est au-dessus, vous achetez. Si c'est le DI- qui est au-dessus, vous vendez. Quand l'ADX monte et que le DI+ monte, ça veut dire que vous avez une tendance qui prend de la puissance, qui accélère. Quand vous avez un ADX qui baisse, ça ne veut surtout pas dire que la tendance s'inverse, ça veut dire que la tendance décélère. On voit ici un ADX qui baisse et vous avez une tendance qui fait un trading range. Vous avez ici un ADX qui baisse et vous avez, regardez, il baisse ici. Pourtant, regardez le prix ici, le prix il baisse pas. Le prix il consolide latéralement. Pourtant, l'ADX y baisse. Pourquoi? Parce que l'ADX, c'est l'indicateur qui va vous donner une information sur la vitesse et la force de la tendance. Alors, écoutez-moi bien, chers auditeurs. Si vous envoyez des emails à Falco cette semaine, où vous dites on veut un cours sur l'ADX, la semaine prochaine, on ne parle que de l'ADX pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Mais pour qu'on fasse ça, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de demandes. Donc, Alors, mobilisez-vous. voilà, exactement. C'est-à-dire, si on a beaucoup de demandes sur l'ADX, on fait un webinaire ADX. Bon. Mais il faut vraiment qu'on ait beaucoup de demandes. Il faut vraiment qu'on voit que ça intéresse beaucoup de monde pour qu'on fasse un webinaire ADX. Bah, on a aussi le problème qu'on a, il y a déjà Bernard qui est intéressé, Jean aussi, Patrick aussi, donc voilà, il y a déjà 3-4. Myriam, la semaine prochaine, elle voulait absolument regarder aussi le Altran et Atos. Il nous reste encore Stock 600, ST Micro, Bitcoin, l'euro US dollar. Mais je crois que ça va être la semaine prochaine. Maintenant, oui. on est assis pour la liste. Alors, Falco, je voudrais dire quelque chose qui est très important. Oui. C'est qu'en fait, la finalité de ce webinaire, l'effort qui est fourni ici, c'est pas de vous dire où sera Altran dans 12 mois, où sera EDF dans 12 mois, etc. Non. La finalité de ce webinaire, c'est de vous aider, de vous donner les outils pour que vous puissiez réfléchir par vous-même quand vous faites votre propre analyse. C'est pour ça que on vous remercie bien évidemment de nous envoyer des emails avec des questions sur des sous-jacents qui vous intéressent, mais c'est pas grave si on couvre pas tout, parce que c'est important de vous donner des clés pour que vous ne soyez pas dépendant de ce que vous allez voir à droite et à gauche et que vous allez être capable d'avoir la méthodologie et les outils pour vous forger votre propre opinion et que vous soyez indépendant et autonome dans votre processus d'analyse. Donc, c'est vrai que parfois on perd un peu de temps pour expliquer le CAC 40, etc. Mais je pense que c'est aussi important de vous expliquer ce que je vois sur le CAC 40 pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose, plutôt que de vous dire dans 6 mois le CAC 40 il sera là et Altran et Safran seront à tel et tel niveau. Donc moi ce que j'essaye de faire avec Falco, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez vous aussi faire votre propre analyse pour que à terme 6 mois, 12 mois, bah, vous soyez capable de faire une analyse technique qui soit pertinente et qui vous donne donc des bonnes conclusions et des bons résultats. Bon, donc ne soyez pas frustrés.
Non, non, mais merci Laurent, tu auras pu pas mieux résumer le sens de notre webinaire. Il y a Stéphane qui nous dit merci à vous deux pour ce beau webinaire au chaud. Voilà, donc merci à vous tous d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Je crois maintenant, Laurent, tu peux remettre le ventilateur et boire quelque chose de très frais. Merci pour tout cet effort dans ce chaleur et bah, j'espère que la semaine prochaine, il fera un peu plus frais. Heureux de vous retrouver la semaine prochaine tous et faites-nous tous vos emails. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et vous allez retrouver évidemment notre webinaire dans le replay bientôt et n'hésitez pas de faire le pub pour nous et inviter tout le monde de s'inscrire sur notre site comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc, un bon week-end à vous tous et un bon rafraîchissement pour Laurent et à très très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous, à la semaine prochaine.